Ah, le bonheur! On le cherche, on l'espère, on le rêve, mais si on apprenait plutôt à le construire? Alors que la santé mentale a été érigée grande cause nationale en 2025, la question du bonheur au travail demeure. Comment fonctionne-t-il selon la science? Quel est l'impact du leadership positif sur les équipes? Quelles soft skills et bonnes pratiques adopter pour enfin favoriser le bien-être et la santé mentale au travail? Mon invitée, Florence Servan-Schreiber, est experte en psychologie positive. Elle est aussi conférencière et autrice de nombreux livres. Aujourd'hui, elle nous aide à explorer les clés du bonheur au travail. Bonjour Florence. Bonjour Manon. Une petite question d'introduction pour reprendre le titre d'un de vos livres les plus connus. Si vous aviez le droit à 3 kiffs pour rendre le monde du travail plus positif, plus heureux, qu'est-ce que vous feriez? Alors j'y introduirais plus de gratitude. Gratitude pour les gens qui nous entourent, gratitude pour le travail que l'on fait, gratitude pour la contribution que l'on apporte, gratitude pour ce que ce travail nous permet de développer dans nos vies personnelles. Je crois que ça fait déjà 3. Pour commencer l'interview, j'aimerais vous poser la question peut-être à 1 million d'euros. Comment est-ce que ça fonctionne le bonheur? Vous allez être surprise parce qu'il y a des données sur lesquelles on peut tout à fait s'appuyer. Et en fait, il y a une première chose qui est intéressante de se dire, parce que c'est tellement vague, c'est tellement personnel, que ce qui compte, c'est de savoir sur quoi nous allons avoir la main finalement, parce qu'il y a une partie extrêmement irrationnelle du bonheur. Et dans les études qui ont été menées pour essayer de comprendre quelle est la source de ce bonheur que nous ressentons, on se rend compte que pour 50% de ce que nous ressentons, c'est une préprogrammation génétique. C'est-à-dire que mon cerveau, votre cerveau, va sécréter une certaine quantité de neurotransmetteurs. Alors ce sont des mots que l'on connaît de plus en plus, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, les endorphines, tout ce qui est en in en fait. Ce sont des substances manufacturées par le cerveau. Et évidemment, nous n'avons pas le même cerveau, donc nous n'allons pas en manufacturer la même quantité. Donc il y a des gens pour lesquels absolument tout est marrant et sympa. Donc il y a une grosse machine là-haut qui en fabrique. Et puis pour certains et certaines d'entre nous, c'est un peu plus aride. Donc ça, c'est la loterie. On a un point de départ qui est celui-là et qui va compter pour la moitié. Et c'est pour ça qu'il y a des tempéraments différents. Ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, on demande souvent aux gens qu'est-ce qui vous rendrait heureux, c'est-à-dire de quoi auriez-vous envie, besoin pour être plus heureuse, vous sentir mieux, vous sentir plus à votre place, vous sentir plus contribuant. Et là, la liste est colossale. C'est-à-dire que nous avons tous une liste, on voudrait plus de soleil, on voudrait d'autres amis, on voudrait un autre manager, on voudrait des vacances, plus de sous, une voiture qui va plus vite, enfin, et je ne sais quoi, enfin, la liste est longue, car nous sommes très très nombreuses et nombreux, pour ne pas dire tout le monde, à considérer que si nous avions plus ou moins de ceci ou de cela, nous pourrions commencer à être heureux. Voici l'information capitale. Il s'appelle donc, il s'agit des conditions extérieures. Eh bien, les conditions extérieures vont compter pour 10% de notre bonheur. Et c'est ça la vraie découverte de ces études en psychologie positive, c'est que évidemment nous mettions jusqu'à là tout sur le compte de la situation parfaite. C'est elle qui va me permettre d'éprouver du bonheur. Et eh bien non, ce n'est pas elle qui va nous permettre d'éprouver du bonheur. Ce qui est une bonne nouvelle en soi, parce que la situation parfaite n'existe pas. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors, je récapitule. 50% vient de notre nature, 10% des conditions quand même. Je veux dire, il fait beau, il ne fait pas beau, je m'entends bien avec mon chef ou pas. Enfin, il y a quand même cet effet-là. Il reste donc 40%. Et ce sont ceux-là qui sont passionnants, parce que ces derniers 40% vont dépendre de 2 choses, de l'interprétation que nous faisons d'une situation dans laquelle nous nous trouvons, de quelque chose que nous avons à vivre ou que nous rencontrons, et du comportement, des comportements que nous choisissons d'adopter. Donc là-dessus, c'est le seul élément sur lequel j'ai la main, car ce qui se passe dans mon cerveau, je ne peux pas le changer. Ce qui se passe autour de moi, parfois je peux le changer, mais
dans l'univers professionnel, soyons réalistes, il n'est pas facile de tout envoyer valdinguer ou de tout repeindre d'une couleur qui nous plairait plus parce que ça nous plairait plus. En revanche, la façon dont je vais regarder ce qui est en train de se produire va pouvoir faire une différence pour mon bien-être. Okay. Donc en résumé, on est chacun maître de 40% de notre bonheur? C'est ça. Alors, on va dire 50 quand même, parce qu'il y a ces conditions que... Alors, je ne peux pas changer la météo, ça c'est sûr, mais je peux m'acheter un parapluie. Vous voyez, je peux quand même jouer, mais ça c'est un comportement, l'achat du parapluie. Donc, le moment de le sortir. Donc, en vrai, oui, il y a 40%, avec les 10 qui peuvent être parfois, si c'est vraiment important et nécessaire, on peut intervenir dessus. Florence, vous êtes experte en psychologie positive. Donc justement, comment est-ce que cette psychologie positive peut-elle nous aider à être plus heureux et à agir sur les 50% sur lesquels on peut agir? Peut-être je rappelle juste ce que c'est pour qu'on ne confonde pas la psychologie positive avec la pensée positive. La psychologie positive, c'est l'étude en laboratoire des personnalités, des comportements et des organisations qui marchent. C'est-à-dire qu'on s'est dit pour la première fois, essayons de voir ce que signifie être heureux, essayons de voir comment fonctionne l'attachement, essayons de voir comment fonctionne la créativité, comment fonctionne l'amitié, comment fonctionne la réussite, pour s'inspirer de données que l'on pourrait retrouver entre différentes situations. Donc il s'agit en fait d'une source de données qui peuvent être chiffrées pour la plupart, qui vont vraiment mettre en scène des individus absolument comme vous et moi. On n'est pas du tout à la recherche de quelque chose à guérir, puisque au contraire, on s'intéresse pour une fois à ce qui fonctionne chez vous et dans les systèmes dans lesquels vous évoluez. Donc déjà, c'est ça. Si vous me redites votre question, une fois qu'on sait ce que c'est. Comment la psychologie positive aide-t-elle les individus à être plus heureux finalement? Alors, c'est son job, puisque en fait, c'est une banque d'inspiration. C'est une banque d'informations qui, au regard des possibilités, vous savez, le bonheur, je mets ça vraiment avec beaucoup de guillemets et de précautions quand on parle de bonheur, mais c'est quand même de se sentir bien, c'est de se sentir investi, c'est de se sentir puissant, c'est-à-dire utile, c'est de trouver du sens à ce que l'on fait. Il y a beaucoup d'étages dans le bonheur. C'est absolument comme tout le reste dans la vie. Plus nous avons d'informations, meilleures seront les décisions que nous allons prendre, et y compris concernant la manière dont on va se comporter ou les choix que nous allons faire ou la manière dont on va résoudre une tâche, parce que dans nos vies professionnelles, c'est ça que nous faisons. Donc en ça, c'est très utile. Et justement, pour faire le lien avec le monde professionnel, à partir de tous les enseignements qu'on a sur le fonctionnement du bonheur, etc., quelles sont les principales conditions pour qu'un collaborateur puisse pleinement s'épanouir dans son entreprise? J'aimerais avoir la réponse d'un coup de baguette magique. Mais je n'ai pas à vous dire voilà exactement la formule magique qui fait que les gens seront heureux. D'abord, partir du principe qu'on a affaire à des individus distincts les uns des autres, que ces individus distincts se trouvent au sein d'un système qui est organisé tel qu'il est organisé. Donc, si on n'améliore pas le système, parfois, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats meilleurs. Mais admettons que nous soyons, et il y en a de plus en plus, dans une entreprise qui considère que, justement, la personnalité d'une collaboratrice ou d'un collaborateur mérite d'être respectée, mérite aussi d'être orientée. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, il y a un travail absolument considérable qui a été fait par ces chercheurs qui a consisté à déterminer quelles étaient les qualités humaines, puisqu'on avait en fait listé les maladies mentales, ça a très bien depuis très longtemps, mais on ne s'était pas encore occupé de savoir ce qu'étaient nos forces, ça s'appelle des forces de caractère. Et après avoir fait un travail vraiment considérable dans la littérature, en psychologie, en philosophie aussi, en religion, puisque ça ce sont des codes de comportement collectifs, eh bien on a extrait un certain nombre de forces de caractère, il y en a 24, qui sont comme des valeurs extrêmement personnelles qui n'ont en fait rien à voir avec le métier que nous sommes en train d'exercer. Alors, si jamais vous avez la chance d'être allé au cinéma, voir un film de Pixar qui s'appelle Soul. Soul est un dessin animé qui a été écrit après
consultation du laboratoire de psychologie positive de l'université de Berkeley. Et où justement, toute l'histoire, il y a une histoire très compliquée, un musicien qui tombe dans un trou, etc. Mais en fait, ce que va illustrer cette histoire de manière extrêmement jolie, c'est que vous et moi, et absolument n'importe quel individu autour de nous, est comme doté à la naissance de qualités naturelles, donc qui ne dépendent pas de ce que vous avez appris ou de l'endroit où vous vivez. Et à partir de là, quand je suis capable de me dire dans un environnement professionnel que chacune et chacun d'entre nous a ses particularités, la question est comment est-ce que je vous permets d'exploiter ces qualités parce que mon organisation a tout à fait intérêt à vous permettre d'exploiter ces qualités. Et donc, ne serait-ce que ça, quand on commence à introduire ça dans un travail d'équipe, connaître les qualités, donc il faut déjà les nommer. Alors, il existe des outils pour les nommer, des questionnaires auxquels on répond, qui va nous dire, bon ben voilà, l'organisation des qualités chez vous, c'est celle-là. Nous les avons toutes, mais à des degrés tellement différents. Il est impossible d'être comme quelqu'un d'autre. Statistiquement, c'est vraiment très difficile de trouver un être humain qui fonctionne comme nous. Donc, si déjà, dans une organisation, on est capable de se dire, en position managériale ou même en fonctionnement d'équipe, quel qu'il soit, que chaque individu a une contribution à apporter qui n'est pas nécessairement sur sa fiche de poste, eh bien, évidemment, on rentre dans une mentalité qui est totalement différente. Ça, c'est un des exemples. Merci beaucoup, Florence. J'aimerais évoquer, pour la deuxième partie de l'interview, si vous voulez bien, le leadership positif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un leader positif? Alors, de nouveau, il y a des terminologies qui reviennent en psychologie positive, par exemple, qui sont l'optimisme. Alors, l'optimisme, il faut savoir que c'est une forme d'interprétation, ça n'est pas un trait de caractère. C'est-à-dire, on ne peut pas dire « je suis optimiste » ou « je suis pessimiste », mais face à une situation, je peux faire preuve d'optimisme, c'est-à-dire considérer que même si nous n'avons pas réussi, ça ne veut pas dire que nous ne réussirons jamais. Là où le pessimisme consiste à se dire, si je n'ai pas réussi, c'est que je suis incapable de réussir. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Donc, un leader positif est quelqu'un qui sait faire preuve d'optimisme, donc qui sait distinguer ce que je peux modifier pour une victoire future, plutôt que de dire c'est foutu, on n'ira jamais, etc. Évidemment, ça demande quand même une forme de réalisme. Parfois, c'est foutu et on n'ira jamais. Mais en tous les cas, c'est déjà de savoir faire la différence. Ensuite, il y a une notion très importante quand on est dans un rôle de leader, quel qu'il soit, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que si je fais le contraire de ce que je dis ou je dis le contraire de ce que je fais, si on ne sent pas que je suis alignée, par exemple, ne serait-ce qu'avec mes propres forces de caractère quand je m'adresse à vous, j'ai ni envie de vous suivre, ni envie de me défoncer pour la vision que vous me proposez parce qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas juste. Donc déjà, ça demande d'avoir un tout petit peu de perspective sur soi-même. Et ça, c'est aussi une des grandes nouveautés, c'est qu'on considère en psychologie positive que le temps que l'on peut consacrer à essayer de comprendre son propre fonctionnement est un investissement pour l'équipe. Ça fait partie du leadership. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui est crucial parce que c'est un des 3 éléments du bonheur. Donc, l'élément est constitué de le bonheur, est constitué de 3 choses: de plaisir, bien sûr, mais aussi de sens et enfin de contribution. Donc, dans un environnement professionnel, on voit bien la contribution, puisque ça, c'est ce qu'on attend de vous, c'est de participer. Donc, nous participons. Mais est-ce que il y a de la place pour le plaisir? Et comment prend-on du plaisir? Je vais vous donner un exemple dans un instant, vous expliquer. Mais surtout, à quoi ça sert ce que je fais? Et ça, c'est très important. Et le sens est donc une notion qui désormais intervient dans la manière dont on interface avec ses collaborateurs pour qu'ils aient l'impression de faire quelque chose qui compte. Et pourquoi voit-on tant d'émissions silencieuses ou moins silencieuses, et notamment des jeunes populations qui rentrent sur le marché du travail? Parce qu'il leur manque le sens. Et alors franchement, se défoncer pour je ne sais pas quoi, on n'est plus en mesure de le faire. Donc, il faut respecter ces éléments-là. Si je peux faire une aparté sur comment trouver du plaisir. En fait, il n'y a rien de tel que le travail pour trouver du plaisir. Parce que
dans une étude qui a été faite, c'est une étude qui a été faite sur 20 ans pour déterminer quels étaient les moments les plus heureux de nos vies. Les moments les plus heureux de nos vies sont des moments où nous sommes concentrés à faire quelque chose qui va mobiliser nos compétences pour un objectif, donc pour atteindre un objectif pour lequel nous allons recevoir du feedback. Et pendant que nous faisons ce que nous sommes en train de faire, nous sommes si concentrés que nous perdons ce qui s'appelle la notion de soi, qui est le fait de se parler tout le temps. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous parler, mais vu aussi vous avez une petite voix qui vous dit à peu près 5000 mots par minute et qui fait ses commentaires. Et qui dit, voilà, et maintenant, t'as froid aux pieds, t'as pas mis de chaussettes, mais t'aurais dit, non, mets des chaussettes ce matin. Vous voyez, on est sans arrêt en train, sur 3 plans, 4 plans en même temps. Eh bien, pourquoi sommes-nous si heureux parfois? C'est parce qu'on ne se parle plus. Et ça implique une concentration très forte. Et quand on fait des études, notamment auprès de femmes, pour savoir ce qui donne du sens à leur vie, et puis ce sont des femmes professionnelles, pour savoir quels sont les moments de leur vie où elles sont plus heureuses, et bien figurez-vous qu'on s'aperçoit que statistiquement, les femmes sont plus heureuses lorsqu'elles sont au bureau, en train d'envoyer des emails, qu'à la maison, en train de faire des devoirs avec leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas seulement en train de faire les devoirs le soir avec les enfants, elles sont aussi en train de se préoccuper du dîner du lendemain, du je sais pas quoi, du mari, de l'inscription au sport ou quelque chose. Alors que quand nous sommes immergés dans notre ordinateur à envoyer des emails, c'est là, ça s'appelle un moment de flux, ça porte un nom. Nous sommes dans une expérience comme ça de performance fantastique. Et comment est-ce que les managers peuvent aider leurs équipes à justement se faire plaisir au travail? Alors, je vais pas dire se faire plaisir pour qu'on n'ait pas l'air de devoir acheter des baby-foot. Alors, acheter des baby-foot, c'est sympa parce qu'on a aussi quand même besoin de se marrer de temps en temps et puis on a besoin de se défouler. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est vraiment de repérer et d'avoir cette discussion avec chacune ou chacun qui est quels sont les moments dans lesquels vous éprouvez ça. Parce que vous avez des gens, quelqu'un comme moi, et c'est pour ça que je fais le métier que je fais, qui est de communiquer autour de ces idées. Je suis dans un état de flux comme je suis là avec vous, c'est-à-dire que je ne peux pas être plus concentrée que ça, je ne peux pas être plus Florence que ça, parce que vraiment, moi, mon truc, c'est de trouver le bon mot qui va vous permettre d'entendre quelque chose. Mais vous avez des gens qui vont éprouver exactement la même satisfaction que moi en ce moment devant un tableau Excel. Et c'est tout à fait normal. Et donc, il faut aussi mesurer et savoir qui exprime le meilleur de ce qu'il est, de ce qu'il sait, de ce qu'il fait, en faisant quoi? Et c'est comme ça qu'on introduit progressivement ce regard que nous apporte la psychologie positive. Petite question également. Est-ce que vous pensez que le manager est responsable du bonheur de son équipe? Absolument pas. Personne n'est responsable du bonheur de personne. Ouais. Et puis franchement, la vie est courte. Si nous ne sommes pas porteurs et responsables de notre propre bonheur, il ne faut pas se faire d'illusions. Personne ne va s'en occuper à notre place. Alors oui, on peut veiller. Alors évidemment, après, il va se passer des choses, et notamment collectivement dans des équipes. La difficulté, ce sont les autres. Hein, ça n'est pas soi. Ça, on le sait bien. Donc, évidemment, on se doit en tant que manager de veiller, de surveiller, de faciliter, de mettre des lubrifiants quand il faut en mettre pour que les gens, les confiances puissent se restaurer, etc. Donc, bien sûr, c'est très participatif d'être manager. Il faut accepter la responsabilité. Mais je n'ai pas celle de vous rendre heureux. Ça, c'est pas vrai. Merci beaucoup. Troisième partie de l'interview, j'aimerais évoquer avec vous les soft skills et les bonnes pratiques qui permettent justement de cultiver bien-être et la santé mentale en entreprise. Est-ce que, selon vous, il y a certaines soft skills qui sont essentielles pour justement favoriser bien-être et bonne santé mentale? Alors, évidemment, la communication, vous savez, rien n'est plus important pour vraiment, pour nous tous, êtres humains, parce que nous sommes des créatures sociales, que la qualité des relations que nous entretenons. Donc, déjà, ce soft skill, est-ce que c'est une soft skill ou est-ce que c'est tout simplement nécessaire et un besoin vital d'aider les gens à exprimer ce qu'ils ont à exprimer, donc de créer des espaces qui permettent d'exprimer ça.
Alors, je voudrais vous raconter ce que fait l'université de Yale. C'est tout à fait intéressant ils se sont rendus compte que les élèves qui arrivaient dans cette école, pour laquelle ils ont été excessivement préparés, que ce sont des élèves pour lesquels ne comptait que le bon prof, le bon cours, le bon stage pour avoir le bon salaire et le bon job à la sortie. Et pendant ce temps-là, ils se sont aperçus que dans les 2 premières années, ces élèves vivaient extrêmement peu d'histoires d'amour. Or, quand on va à l'université, c'est quand même l'âge où ça fleurit dans tous les sens. Et là, pas du tout. Donc, ils ont éprouvé le besoin de remettre les valeurs de ces élèves à l'endroit. Et notamment en obligeant tous les élèves en première année à suivre un cours de psychologie positive qui est enseigné par une prof formidable qui s'appelle Laurie Santos. Et voilà ce qu'on est venu leur apprendre, dans l'espoir qu'ils développent des relations amoureuses, c'est que ce qui comptait n'était pas le classement vis-à-vis des autres, ça n'apporte absolument rien à notre bonheur, justement, donc c'est intéressant aussi dans une entreprise, on peut faire le parallèle, mais ce qui comptait avant tout, c'était la concentration. Et de comprendre que si je pouvais ne faire qu'une seule chose à la fois, donc évidemment, ce sont des élèves qui, comme vous et moi, sont extrêmement sollicités par des appareils technologiques qui vont venir capter leur attention, en tout cas les distraire absolument tout le temps, que c'est en sachant se recentrer qu'ils auraient la capacité à établir des liens avec les autres parce que tout se tient. Et que donc, plus nous allons, dans les soft skills, multiplier ces moments de concentration qui vont en fait aussi permettre d'être productif, d'être créatif, donc de faire des choses qui sont intéressantes, d'être fier de soi à la fin de la journée. Il y a quand même tous ces éléments-là qui viennent enrichir notre expérience, eh bien, en faisant ça, j'améliore mes relations, j'améliore ma perspective, j'améliore le sens que je trouve, j'améliore la vision que j'ai de moi dans l'entreprise où je suis là. Donc, c'est vraiment de revenir à des choses qui sont assez fondamentales et simples du fonctionnement de l'être humain. Justement, est-ce que vous avez des petits rituels ou des petites habitudes à partager pour faire la différence et être plus heureux au travail? Au travail, Particulièrement. alors une chose à laquelle je tiens énormément, c'est rire. Parce que là aussi, on se prend tellement au sérieux, enfin au secours, quoi. Et un bon, je sais pas quoi, une bonne blague. Enfin, on valorise toujours dans une réunion les gens qui vont droit au but, qui sont très précis, etc. Mais on a toujours besoin de celle ou de celui qui va faire la petite blague qui détend l'atmosphère, et on se marre bien parce que c'est comme ça qu'on se met dans un état d'esprit positif. Donc, par exemple, mon style de management, il est complètement à base de blagues et de venir déconcentrer tout le monde parce que je sais que même si sur le moment, ça va interrompre quelque chose, ça crée une bouffée d'oxygène qui permet de faire autrement. Donc, il y a ça. Et puis, alors, aujourd'hui, dans le monde chaotique dans lequel nous sommes, je n'aurais pas dit ça il y a 10 ans, il y a quelque chose, je trouve, qui est extraordinairement prégnant, c'est que les collaboratrices et les collaborateurs sont de plus en plus sensibles. Je ne sais pas s'ils sont plus sensibles ou s'ils expriment plus leur sensibilité. Et il faut un endroit pour accueillir ça. Et donc, tout le monde n'est pas équipé pour. Et tous les managers ne sont pas équipés pour. Et je pense, nous pouvons nous former à accueillir ça chez les autres parce que ce sont des petites, vous savez, c'est comme les ralentisseurs, il y a tout à coup un ralentisseur comme ça, où il y a un à-coup. Et il y a beaucoup de ralentisseurs dans la vie professionnelle de chacune et chacun. Il y a des choses personnelles qui arrivent, il y a des choses relationnelles qui arrivent. Et il faut franchement se former, admettre et faire ce qu'il faut, entendre ce moment-là pour pouvoir reprendre son élan et continuer. Sinon, c'est comme ça que les gens tombent en burn-out les uns après les autres. Et il faut, je pense, introduire beaucoup plus de sensibilité dans la façon dont on manage les gens. Du rire et de la sensibilité. C'est ça. Merci beaucoup, Florence. Merci Manon.